retour dans ce journal sur le grand marathon de prière édition 2017. Nous verrons dans cette édition les aspects mobilisation et participation des chantres. La fête de fin d'année a été mise à profit par l'Église des Assemblées de Dieu de Toupa à Dabou pour célébrer sa fête annuelle de moisson. La communauté Cœur Compassion de l'Église catholique a enfin la reconnaissance diocésaine. Ce fut l'occasion pour Monseigneur Maurice Konankwasi de donner des conseils aux membres de cette communauté. Sur le continent africain, la page de Robert Mugabe est tournée au Zimbabwe. L'armée a annoncé la fin de l'opération qui visait à le renverser. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des Bénis au chapitre Religion. La fête a été totale à Dimboko lors de ce 3e grand marathon de prière organisé par Béni TV. Les chantres sont venus nombreux et ont apporté par leur prestation de la joie au peuple de Dieu qui lui est venu tout aussi nombreux. Et cela nous est compté par Fadel Koulaï. La ville de Dimboko dans le Nzikomoé n'a pas manqué au rendez-vous de l'événement chrétien le plus important de cette fin d'année 2017 dénommé le Grand Marathon de prière. Tout le corps du Christ a démontré une véritable symbiose à cette manifestation de grande envergure. Les chantres de l'Éternel également ont apporté un soutien sans faille dans la réussite de cet événement par lequel plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur. Le peuple a vibré au son de ces chantres qui, un temps soit peu, leur ont apporté de la joie. Le marathon de prière, comme son nom l'indique, est un temps de prière et de proclamation, une veillée où le peuple est venu crier à l'Éternel. Les hommes de Dieu présents ont conduit le peuple dans des temps forts de prière, une occasion très bien choisie pour implorer l'Éternel afin qu'il se manifeste grandement. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité. Nous prenons autorité. La Bible déclare. Là où fleura la plante de mes pieds. Là où fleura la plante de tes pieds. Je posséderai le lieu. Je posséderai ce lieu. Ce soir, nous possédons ce lieu. Nous possédons ce lieu. Je possède ce lieu. C'est par ces temps de proclamation et de prière que les rideaux sont tombés sur la 3e édition du marathon. Reconnaissance à Dieu également, cette fois-ci à Toupa, dans le département de Dabou. L'Église des Assemblées de Dieu de cette localité a célébré sa fête annuelle. Et ce fut l'occasion pour cette assemblée de faire le bilan de sa présence dans la région et se projeter dans le futur. Fidèles, membres fondateurs et invités de l'Église des Assemblées de Dieu de Toupa ont tous tenu à apporter leur contribution à la réussite de la fête de la moisson de cette assemblée, édition 2017. Au menu de cette fête annuelle, chants et danses à la gloire de l'Éternel, une présentation de la jeunesse de cette église, cheville ouvrière de l'évangélisation dans cette région. Ce bureau qui a la lourde tâche de conduire cette jeunesse d'ici jusqu'à Nigissab. Un passage en revue des actions de développement de cette assemblée et une prédication. À propos de la jeunesse, le pasteur principal Nignon Georges a exprimé sa joie de compter au sein de l'église qu'il dirige, un groupe aussi dynamique. Après quoi, il a exprimé sa fierté de voir les assemblées de Dieu de Toupa déployer des annexes un peu partout à travers le développement. Nous comptons 7 annexes. Le fait que tu as allumé la flamme brûle. Des étapes importantes qui ont fait place à la prédication du jour. Une fête des moissons qui a également vu les fidèles des Ades de Toupa donner pour l'œuvre de l'Éternel avec joie et exubérance. Une fête somme toute réussie au goût des cadres de cette église et des invités présents.
Comme je le disais, 16 années après, je reviens à la fête de la moisson que j'ai trouvée extrêmement belle. C'est une belle fête qui a réuni tous les anciens de l'église et j'ai été étonné de découvrir les annexes que le pasteur a eu à présenter, cette annexe. La fête de reconnaissance est une occasion pour nous de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour et chaque année. Et la deuxième chose, c'est que nous profitons de ce moment-là aussi pour acheter des choses qui manquent dans l'église pour son fonctionnement. Donc, et puis cette année, nous avons voulu présenter au pasteur un moyen, un véhicule pour son déplacement. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons organisé cette année la fête d'Action des Grâces. Le tout nouveau temple de l'église missionnaire La Vraie Trinité a été consacré à Dieu le samedi 9 décembre 2017. La belle cérémonie a aussi été marquée par l'ordination de plusieurs serviteurs de Dieu. Nous retrouvons Fadel Poulaï. La joie était au rendez-vous ce samedi 9 décembre 2017 à l'église missionnaire La Vraie Trinité à Biabou 2 dans la commune d'Abobo. À cette occasion, le leader de cette communauté, le pasteur Daniel et tous ses fidèles ont célébré deux événements que sont la consécration du tout nouveau temple de l'Éternel et l'ordination d'une quinzaine de pasteurs et évangélistes. C'est par des chants de louange, d'adoration et des pas de danse que les fidèles de cette église ont dit leur reconnaissance à Dieu. Après avoir réaffirmé tout son soutien au pasteur Hôte et rappelé les liens qui le lie au pasteur Daniel, le parrain de cette cérémonie de reconnaissance à Dieu, M. Ouattara Thomas, a encouragé le peuple de Dieu à toujours suivre la vision de son leader. Moi, ma prière, c'est qu'il demeure vraiment dans la foi et que Dieu l'accompagne toujours chaque pas de sa vie qu'il va poser. Le fait marquant de cette grande fête dédiée à Dieu a été la coupure du ruban, acte symbolisant la consécration du nouveau temple. Les hommes de Dieu sont également venus en grand nombre prendre part à cette célébration. C'est le cas de l'évêque Ejan, représentant l'archevêque Kassidazito, président de la confession. Témoignant sa gratitude et sa reconnaissance à Dieu, le pasteur Daniel n'a pas manqué de rappeler ses débuts et comment l'Éternel a toujours été avec lui jusqu'à ce jour. On a commencé le 9 juin 2013, c'était dans mon salon. Quand Dieu m'a dit il faut descendre dans la tête et Christ, où j'ai servi, où j'ai parti à l'école de pasteur, où j'ai servi pendant des années. Dieu m'a dit maintenant ton temps est arrivé, il faut descendre, voici ta mission. Mission, église missionnaire La Vraie Trinité, pour prendre soin des femmes veuves et orphelines. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que les fidèles de l'église missionnaire La Vraie Trinité se sont séparés, convaincus d'avoir rendu un culte agréable à Dieu. Créée en 2004, la communauté Cœur Compassion de l'Église catholique a reçu récemment la reconnaissance diocésaine des mains de Monseigneur Maurice Konan Kwasi, évêque de Daloa. Reportage sur place de Pierre Lois, notre correspondant. L'objectif de cette reconnaissance est de donner la plénitude à cette communauté d'exercer la compassion en faveur des malades, prisonniers et autres visites des orphelinats. Recevant cette lettre de reconnaissance, Akpovi Asouan, modérateur de la communauté, a dit placer cette accréditation non seulement sous le sceau de la compassion, mais surtout la mission de faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes là pour faire la promotion à la fois du Sacré-Cœur de Jésus, mais de permettre à Jésus, à travers nos prédications, nos exhortations, de faire réparation en nos cœurs, car un cœur disponible peut vraiment recevoir beaucoup et être donateur. Et je vais où le Seigneur m'envoie, parce que partout, si le Seigneur m'envoie quelque part, c'est parce qu'il sait qu'il y a des pauvretés à soulager. Dans son homélie, l'évêque Konan Kwasi a souhaité que cette vocation témoigne la vraie compassion du Christ envers les nécessiteux. Nous espérons que cette grande vocation, ce charisme qu'ils ont, va donner un sursaut de plus à notre diocèse. Pour aider les uns et les autres, peut-être un regard particulier sur les malades, les pauvres. Pour joindre l'acte à la parole, cette reconnaissance s'est achevée par un grand programme d'évangélisation au centre d'accueil diocésain de Daloa qui a vu la participation des chrétiens venus du Burkina Faso, du Bénin et de toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire.
Actualité africaine et nous nous rendons en Afrique du Sud où le vice-président Cyril Ramaphosa a été élu à la tête de l'ANC. Cyril Ramaphosa se positionne ainsi comme le futur candidat de l'ANC aux futures élections présidentielles, mais aussi comme le futur président de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, nouveau président de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Il a été élu lundi à la tête de la formation politique à 2 ans d'élections cruciales pour l'avenir du parti et du pays, au terme de 2 jours d'élections. C'est donc la fin d'une campagne serrée qui a opposé le vice-président Cyril Ramaphosa à la candidate Nkosazana Dlamini-Zuma, ex-patronne de l'Union africaine. Les résultats du vote sont les suivants. Camarade Nkosazana Dlamini-Zuma a reçu 2261 voix. Et le camarade Cyril Ramaphosa obtient 2440 voix. Nous déclarons donc le camarade Cyril Ramaphosa nouveau président de l'ANC. Le vice-président Cyril Ramaphosa succède au très contesté président sud-africain Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain au pouvoir dans le pays depuis 1994. Ramaphosa pourrait devenir en 2019 le nouveau président de l'Afrique du Sud à la fin du mandat de Jacob Zuma en cas de victoire de l'ANC aux élections générales. Soutenu par l'aile modérée du parti très apprécié des marchés, Cyril Ramaphosa, 65 ans, a fait campagne en dénonçant la corruption du clan Zuma. Ancien syndicaliste reconverti en richissime homme d'affaires, il a aussi promis de relancer l'économie du pays qui peine à sortir de la crise et de créer des emplois pour faire reculer un taux de chômage au plus haut à plus de 27%. Au Zimbabwe voisin, la page de Robert Mugabe est définitivement tournée. L'armée a annoncé la fin de l'opération qui visait à renverser l'ex-président zimbabwéen qui a fait 37 ans au pouvoir. Son successeur à la présidence, Emmerson Mnangagwa, a été également désigné à la tête du ZANU-PF, le parti présidentiel. L'armée du Zimbabwe a annoncé la fin de l'opération Restaurer la légalité qui a mis fin à 37 ans de règne du président Robert Mugabe en novembre dernier. L'armée s'est déclarée satisfaite des résultats de l'opération et a confié à la police de la République du Zimbabwe toutes ses tâches quotidiennes de police. Les services de défense et de sécurité viennent de nouveau vous annoncer la fin de l'opération Restaurer la légalité, lancée le 13 novembre 2017 et dont l'objectif principal était d'expulser les criminels qui avaient encerclé l'ancien président, provoquant l'anxiété et le découragement au sein de notre peuple. Selon le commandant de l'armée zimbabwéenne, le général Philippe Valerio Sibanda, certains de ce qu'il qualifie de criminels ont été appréhendés, tandis que d'autres ont réussi à fuir le pays. Certains des membres de la cabale qui avaient encerclé l'ancien chef de l'État critiquent maintenant le pays depuis l'étranger où leur intention de nuire à la paix et à la tranquillité qui existent dans notre pays ont été dévoilées. L'armée a averti que le processus électoral menant aux élections devrait se dérouler, et je cite, dans un environnement de paix et de tranquillité. Au Burundi, la commission électorale a annoncé le référendum constitutionnel pour mai 2018. La nouvelle constitution, il faut le rappeler, prévoit la limitation du nombre de mandats présidentiels. Au Burundi, le référendum sur des amendements constitutionnels est projeté vers mai 2018, selon la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI, Pierre Claver Ndayicarié, s'est exprimé vendredi 15 décembre 2017 lors d'un point de presse à Bujumbura. Cette déclaration a été faite en marge d'une rencontre entre la Commission et ses partenaires électoraux. Le projet d'amendement de la Constitution entend abolir la limitation de nombre de mandats présidentiels.
très controversé, il est au cœur du déclenchement de la crise électorale burundaise d'avril 2015. Le lancement officiel ayant déjà eu lieu, par conséquent, la CENI a le devoir d'être sur le rendez-vous de cette importante activité. De ce fait, le premier signal que nous lançons avec nos partenaires électoraux, c'est de leur dire que nous allons mettre prochainement en place les CEPI, dont les membres nous sont généralement proposés par ces partenaires électoraux, que sont les partis politiques, la société civile et les confessions religieuses. Cette annonce intervient alors que le président burundais, Pierre Nkurunziza, vient de lancer le 12 décembre des activités relatives à ce référendum constitutionnel. Ce projet fera l'objet de référendum populaire avant son adoption définitive. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la date, parce que d'après nos informations, ça risque d'être plutôt au mois de février, parce que toute la machine est en marche. La question de fond qui se pose, c'est les conséquences extrêmement dangereuses de cet amendement de la Constitution, ou plutôt de la promulgation de cette nouvelle Constitution à travers la voie référendaire, parce que cette nouvelle Constitution porte un coup fatal à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, qui avait été le socle pour la paix, la démocratie et la réconciliation. À noter que la crise s'enlise au Burundi depuis 2 ans. Le président Pierre Nkurunziza, qui souhaitait briguer un 3e mandat en violant les accords d'Arusha, ces accords, en mettant fin à une guerre civile longue de 12 ans, avaient limité les mandats présidentiels à 2 seulement. Ce projet de révision constitutionnelle a été adopté le mardi 24 octobre 2017. Une fois adopté par référendum, il lui permettra de briguer un 4e mandat et même au-delà. Parlons à présent du drame de la migration clandestine. Plus de 1500 Nigériens prêts à traverser illégalement la Méditerranée ont été rapatriés de la Libye depuis le mois de novembre. Déjà très fortement éprouvés physiquement et mentalement, le retour au pays est une expérience difficile supplémentaire. Ozagué arrive tout droit de l'enfer des camps de détention pour migrants en Libye. Il y a passé 4 mois, entassé avec des centaines de personnes, dans des conditions épouvantables. Ozagué rêvait de rejoindre illégalement l'Europe en bateau avec l'aide d'un passeur. Il a finalement dû soudoyer les officiels nigérians 380 € en tout pour entrer dans son pays. Les agents nigérians là-bas, quand ils nous gardent dans un camp de détention, au lieu de traiter nos papiers pour rentrer à la maison, ils nous demandent de payer pour faire sortir du camp. Ce sont des fonctionnaires du gouvernement. Ils font partie de l'ambassade qui est censée aider les gens à rentrer. Mais 80% d'entre eux veulent de l'argent. Chaque semaine, des centaines de candidats malheureux à l'exil sont de retour de Libye. Tous n'ont plus un sou en poche. Les économies ont été dépensées dans le voyage avorté vers l'Europe. Pour les aider, le gouvernement de l'État d'Edo, dont la plupart des migrants nigérians sont originaires, a mis en place un programme de réinsertion avec des séances de soutien psychologique et des formations professionnelles. Ils doivent commencer à penser différemment pour pouvoir agir différemment. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un conditionnement de l'esprit qui les aide à comprendre ce qu'ils cherchaient là-bas, c'est aussi ici. Ce que nous faisons, c'est vraiment les aider à découvrir leurs talents, à retrouver goût à la vie et passer à autre chose après ce qu'ils ont vécu. L'État d'Edo veut même aller plus loin. À l'aide d'une force spéciale, il veut s'attaquer aux cartels qui organisent la traite des migrants. Mais pour l'instant, aucune opération d'ampleur n'a été menée pour démanteler les réseaux et les anciens migrants redoutent de dénoncer leurs passeurs. Le problème avec le gouvernement qui veut nous aider à arrêter ces hommes, c'est que l'on ne veut pas commencer un combat que l'on ne peut pas gagner. Quand vous signalez une situation comme celle-là et qu'après 1 mois, la personne est sortie, ce n'est pas encourageant du tout. Après l'émotion mondiale provoquée par les vidéos de CNN montrant des migrants vendus comme des esclaves en Libye, le président du Nigeria s'est engagé à rapatrier tous les compatriotes encore bloqués là-bas. Selon les autorités, il serait plus de 5000 encore sur place, bien plus selon ceux qui ont réussi à revenir. Une fois en Europe, apprendre la langue locale est une étape cruciale pour les réfugiés.
Et pour les y aider, une association française propose des cours de langue qui sont sanctionnés par un diplôme. Café sans sucre, et lui aussi un café sans sucre. C'est du café. Non, le café sans sucre. Avec verre d'eau, s'il vous plaît. Un échange de mots simples, encore impensable il y a quelques semaines pour ces deux Soudanais. Nassourdine et Yasser, tous les deux originaires du Darfour, sont arrivés en France en 2016. Il y a 3 mois, ils ont commencé à apprendre le français, une démarche qui a changé leur vie quotidienne. Avant, quand je sortais, je ne pouvais pas retourner à la maison. Mais maintenant, ça va aller quand je suis perdu dans une rue. J'ai demandé quelques personnes pour m'aider. Maintenant, c'est moi tout seul qui avait peut-être je prends rendez-vous avec mon kiné, je prends rendez-vous avec le médecin, ou je vais à la pharmacie. Une maîtrise de la langue libératrice, acquise en retournant sur les bancs de l'école. Ils ont eu la chance d'être acceptés en tant qu'élèves au sein de l'école associative TOT, hébergée en ce moment dans les locaux de l'Alliance française. Lauréat de la fondation La France s'engage, TOT propose 10 heures de cours de français par semaine, de quoi donner certaines bases aux élèves, tous demandeurs d'asile ou titulaires du statut de réfugié. Pour eux, en général, le besoin premier, c'est l'autonomie, c'est d'être capable soi-même de faire ces démarches, de communiquer avec les administrations pour pouvoir faire leurs démarches, pour pouvoir dire non, pour pouvoir dire oui. Les réponses sont très simples. À la fin de chaque session de 4 mois, les élèves tentent de décrocher l'un des niveaux du DELF, le diplôme d'études en langue française. Aujourd'hui, Touillette, la professeure de Yasser et Nassourdine, leur présente un exercice type. Ils pensent que c'est difficile, mais moi je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès depuis 3 mois. En fait, ils viennent à TOT que 10 heures par semaine, mais on essaye de faire le plein pour ouvrir toutes les portes de la vie française. D'accord ? Dans chaque classe, les professeurs sont épaulés par des bénévoles, ce qui permet d'aller encore plus loin dans l'accompagnement des élèves et leur offre un réel point d'ancrage pour retrouver un peu d'équilibre dans leur vie de déracinés. Rendons-nous à présent en Espagne où les séparatistes sont parvenus à conserver la majorité absolue au Parlement régional catalan après les élections régionales. Fort de cette victoire, ils réclament désormais le droit d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance. La Catalogne replonge donc dans l'incertitude. Les séparatistes sont parvenus à conserver la majorité absolue au Parlement régional catalan et se sentent assez forts pour réclamer le droit d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance. Depuis Bruxelles, Carles Puigdemont et les 4 conseillers municipaux en exil ont suivi le scrutin avec attention hier soir, soutenus par des partisans pro-indépendance. Nous nous sommes battus dans des conditions inégales, mais nous avons tout de même gagné, donc je pense que le mandat démocratique est clair. Et bien sûr, nous avons besoin de discuter et négocier. Mais le gouvernement espagnol a besoin d'écouter le peuple de la Catalogne. Et malgré la menace d'arrestation par Madrid, ils disent vouloir revenir. Nous aimerons pouvoir entrer demain, mais bien sûr, il faudra attendre pour s'il y a quelques réactions dans le gouvernement espagnol et pour si la justice espagnole décide de changer son avis sur tout notre cas. Forts de leurs résultats aux élections, les exilés indépendantistes veulent demander à rencontrer les représentants des institutions européennes, arguant qu'ils ne peuvent plus les ignorer. Aux États-Unis, le Sénat a adopté un test de refonte de la fiscalité. Et sans surprise, la Chambre des représentants a validé à son tour le test, offrant ainsi une victoire majeure à Donald Trump et aux républicains. Un cadeau fiscal pour les entreprises d'abord. Grande gagnante de cette réforme, elles verront leur impôt sur les sociétés baisser de 35 à 21% dès 2018. Les entreprises ayant réalisé des bénéfices à l'étranger pourront les rapatrier aux États-Unis à un taux de 15,5% contre 35% actuellement. Les ménages, eux, sont soumis à 7 tranches d'impôt sur le revenu. Pour les contribuables les plus riches, la tranche la plus élevée baisse. Elle passe de 39,6% à 37%. Avec cet électrochoc fiscal, Donald Trump tente un pari, celui de doper la croissance économique américaine au-delà de 3% par an. Mais le manque à gagner pour les finances publiques est énorme, 1 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, alors que la dette fédérale s'élève déjà à 20 000 milliards de dollars. Permanente pour les sociétés, la baisse d'impôts et les réductions fiscales pour les particuliers prendront fin en 2026, faute d'accord à long terme.
Cerise sur le gâteau pour les conservateurs qui n'ont pas réussi à abroger l'Obamacare. Cette réforme fiscale inclut la suppression de l'amende pour les Américains qui ne souscrivent pas d'assurance santé. Dernière escale de cette édition d'information et nous nous rendons à Porto Rico où, 2 mois après le passage dévastateur de l'ouragan Maria, l'île a du mal à faire revenir ses touristes. Les autorités portoricaines multiplient les actions pour relancer un secteur touristique qui représente plus de 15% du PIB national. Ici à Fajardo, les stigmates de Maria sont toujours là, plus de 2 mois après le passage dévastateur de l'ouragan sur Porto Rico. Cette ville de la côte est de l'île est normalement une destination attractive. Elle est maintenant désertée par les touristes. L'une des activités les plus prisées de Fajardo, des excursions en bateau pour admirer la baie. Avant, les gens se battaient pour avoir leur place. Il fallait réserver 1 mois ou 3 semaines à l'avance. Et le jour J, ils devaient se battre pour leur place. Maintenant, l'entreprise n'emploie plus que 4 personnes et on ne sait pas si on aura du travail ce soir. La plupart des restaurants de la ville sont fermés malgré la haute saison censée commencer ce mois-ci. Le restaurant Racar, lui, reste ouvert, mais la clientèle locale a remplacé les touristes. Les clients locaux n'ont pas de lumière à la maison. Comme nous, nous avons un générateur, des produits frais et de la nourriture. Beaucoup de gens viennent manger ici. Et ils n'ont pas à faire la queue au supermarché parce que la nourriture est déjà préparée. Les hôtels de l'île s'en sortent aussi, avec des chambres souvent réservées par les personnels de secours. Nous avons presque 100% de taux d'occupation. Si vous analysez les statistiques, il est normalement plus bas en septembre et en octobre. Et on constate une occupation plus élevée que la normale. Même si les hôtels sont pleins, les plages restent quasi désertes. Un mauvais signe pour l'industrie du tourisme qui représente jusqu'à 15% du PIB de Porto Rico. Un secteur qui était jusqu'ici en plein essor dans une économie en récession depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Un enfant est né, un sauveur nous est donné. Bonne fête de la Nativité. À bientôt.